Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comptabilité. Cette fois, je vais aborder une question importante, c'est la réforme du PCG qui a eu lieu en 2022 et qui s'applique désormais depuis le 1er janvier 2025. Dans cette vidéo, je vais aborder les principaux points de la réforme. Je me concentrerai sur les points qui, je dirais, seraient plutôt à destination des apprenants en comptabilité, mais aussi des enseignants en comptabilité. Si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai dans un instant le QR code et le lien vers le document global qui explique l'ensemble de la réforme si vous voulez tous les points détaillés. Commençons par aborder le cadre réglementaire général. Il s'agit donc ici du règlement de l'ANC, l'autorité des normes comptables, 2022-06 qui date du 4 novembre 2022, qui est venu modifier l'ancien règlement de 2014, modification qui a été homologuée en 2023. Je vous ai mis ici le QR code qui vous renverra vers la totalité de cette réforme avec donc le document écrit par l'autorité des normes comptables. Rappelons que cette réforme s'applique au plus tard pour les entreprises qui établissent leur compte en normes PCG, donc en normes françaises. Au plus tard, donc cette réforme s'applique au 1er janvier 2025, mais les entreprises ont pu l'appliquer déjà en avance depuis 2 ans. Également, si vous êtes candidat à des concours comme le DCG ou le DSCG, même si ici on parlerait plutôt du DCG, eh bien sachez que pendant 2 ans, de 2025 à 2027, les épreuves du DCG font qu'il y a un tuilage entre les deux normes, donc les états financiers seront ou sont proposés selon les deux versions pendant encore 2 ans, ce qui veut dire que ce n'est qu'à partir de 2027 définitivement que s'appliquera et que s'applique cette réforme de manière définitive pour tout le monde. Je parle du point de vue des candidats. Alors quels sont les grands objectifs de cette réforme? J'en ai listé 6 en séparant 2 qui sont à mon avis généraux et 4 qui s'appliquent davantage pour les sociétés d'assurance. Alors pourquoi les sociétés d'assurance? Eh bien il faut savoir que parmi les sources d'inspiration entre guillemets de cette réforme, il y a la norme IFRS 17 qui s'applique en particulier sur les sociétés d'assurance qui de par leur métier ont des états financiers qui sont présentés de manière un peu différente du reste étant donné les enjeux qui se posent. Alors quels sont d'abord les deux objectifs généraux? D'abord, c'est renforcer la comparabilité et la fiabilité des états financiers publiés par les entreprises. On voit tout de suite, ici dans cet objectif, ce mouvement de fond, ce mouvement général international qui consiste à essayer de faire converger progressivement l'ensemble des normes comptables nationales vers une uniformisation au niveau international. Parce que comprenez que tous les analystes financiers ont besoin d'avoir une matière première qui puisse être comparée entre une entreprise et une autre. J'entends par matière première la comptabilité et surtout les états financiers qui sont produits. Or, vous comprenez que comme chaque pays a ses propres normes comptables, il devient tout de suite très difficile de comparer deux entités qui seraient similaires mais qui n'appliqueraient pas les mêmes normes comptables. Donc, cette volonté depuis maintenant plusieurs décennies d'uniformiser la comptabilité à l'échelle internationale et bien conduit régulièrement des pays à mettre en place un certain nombre de réformes qui, pas à pas, conduisent à cette uniformisation. C'est également la volonté d'accroître la lisibilité et la transparence des états financiers. Notamment, nous le verrons, en ce qui concerne les annexes qui vont dorénavant comporter davantage d'informations pour que là encore, tous les angles morts entre guillemets des états financiers puissent obtenir une explication à la lecture des annexes. Alors en ce qui concerne les objectifs spécifiques des sociétés d'assurance, nous pouvons en lister 4. D'abord, c'est le fait d'adapter le référentiel français aux évolutions internationales, je vous en ai parlé, et notamment l'IFRS 17. C'est aussi clarifier et moderniser les modalités de comptabilisation des provisions techniques et des passifs d'assurance. Donc si vous êtes dans ce milieu-là, évidemment, ça vous parlera. Si vous êtes simplement étudiant ou étudiante en fondamentaux de la comptabilité, ce sont des choses techniques que je n'aborderai pas spécifiquement dans cette vidéo. Troisième objectif, c'est de protéger les assurés et de sécuriser le cadre prudentiel. Et on voit là encore comment finalement la comptabilité se situe au cœur de multiples enjeux. Enjeux financiers de valorisation des sociétés, enjeux de transparence de l'information, enjeux de bon fonctionnement des marchés,
enjeux de sécurisation des clients et des différentes parties prenantes. Et donc on voit comment à chaque fois les différentes réformes qui ont lieu essayent justement de renforcer à chaque fois la sécurité, la fiabilité, la transparence et l'uniformisation des comptes. Enfin, c'est accompagner les acteurs concernés puisque à chaque fois qu'il y a une réforme, il y a des questions évidemment qui se posent et donc l'objectif, c'est pas simplement d'appliquer un nouveau cadre réglementaire de manière très coercitive, mais c'est aussi d'accompagner les différents acteurs concernés tout simplement en faisant de la pédagogie et en leur expliquant comment appliquer cette réforme. Alors, l'une des conséquences de cette réforme, c'est la simplification du PCG. Nous verrons que cette simplification conduit également derrière à des modifications dans la présentation des états financiers. Je l'aborderai un peu plus loin dans cette vidéo. Alors, je rappelle évidemment pour tout le monde que le PCG, le plan comptable général, c'est au fond en même temps un document et un ensemble de normes. Alors ici, il s'agit bien du document, c'est-à-dire au fond ce dictionnaire des comptes qui va venir lister tous les comptes et leurs libellés. Et alors cette modification met fin à ce qu'on appelait le triple système. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une triple présentation du PCG. Il y avait ce que l'on appelait le système de base, le système abrégé pour les petites entités et le système développé pour les grandes entités. Depuis la réforme, un seul système subsiste, dit système de base, qui sera le même pour toutes les entités. Alors on dit pour toutes les entités, mais il y a quand même une petite subtilité. C'est que ce nouveau PCG va identifier les comptes obligatoires en gras et les comptes facultatifs en italique. Alors qu'est-ce qu'on appelle par obligatoire et facultatif? En fait, vous le savez puisque vous pratiquez la comptabilité, pour la plupart des numéros de compte, il y a minimum 3 chiffres, mais ça peut aller jusqu'à 5, 6, voire plus dans certains cas. Je pense par exemple à certains comptes de TVA. Et donc ça veut dire en fait que certains comptes qui sont obligatoires seront en gras, certaines subdivisions seront en italique, et donc ça veut dire que, à minima, toutes les entreprises devront utiliser au moins les comptes en gras, mais si elles le souhaitent, et que ce soit des grandes sociétés ou des petites, elles pourront utiliser des subdivisions en italique si elles veulent donner par exemple davantage de détails sur leur comptabilité, par exemple parce qu'elles ont de nombreuses opérations avec l'étranger qui les conduiraient à avoir des subdivisions de la TVA, et donc pour un but de transparence financière ou tout simplement de meilleur classement, de meilleure lisibilité de l'information, eh bien il pourrait être utile pour elles et leurs parties prenantes d'avoir accès à un niveau d'information davantage détaillé. Alors regardez à travers cet exemple. Alors ici, il n'y a pas de compte en gras puisque je n'avais pas encore accès au PCG version 2025, mais en fait ça y ressemble beaucoup. Et bien concrètement, vous voyez que ce qui correspondrait aux comptes en gras, ce sont les grandes catégories, les grands titres, tandis que les comptes en italique correspondent aux comptes facultatifs. Donc encore une fois, toute entreprise est libre de les utiliser ou non. Donc vous voyez par exemple pour les prêts, la plupart des entreprises effectuent d'abord jamais de prêts, et si jamais elles en font à des filiales, s'il n'y a qu'une ou deux filiales, eh bien on utilisera simplement le compte 274. Si maintenant c'est une entreprise qui a l'habitude de faire différents prêts à différentes entités, eh bien il pourrait ou il pourra être utile de subdiviser les différents prêts en venant préciser leur catégorie. Un autre point très important, qui suit selon que nous venons d'évoquer, c'est l'uniformisation par le système de base, et je vais cette fois évoquer spécifiquement le cas du bilan. L'idée maintenant est la suivante. Il existe évidemment un squelette commun, c'est-à-dire une structure générale du bilan qui reste la même avec les catégories que vous connaissez, capitaux propres, dettes, actifs immobilisés, actifs circulants. Simplement, le niveau de détail à partir de ce squelette commun évolue en fonction de la taille des entités. On retrouvera moins de différences formelles. Auparavant, selon le système que l'on choisissait, c'est-à-dire de base, abrégé ou développé, il y avait des rubriques qui pouvaient être fusionnées ou isolées. L'adoption de ce socle unique va réduire ces différences, et donc on va désormais retrouver pour tout le monde une même structuration de l'actif et du passif autour des 4 catégories que j'ai évoquées, et en particulier également pour les sociétés d'assurance, nous allons retrouver la notion de passif d'assurance, les provisions techniques, etc.
Mais donc ce qui veut dire que dorénavant, il n'y aura pas comme dans certains bilans que l'on pouvait retrouver jusqu'à présent, certaines lignes isolées ou certaines rubriques fusionnées. Cette fois, on va garder à chaque fois les grandes catégories, mais c'est le niveau de détail à l'intérieur de ces catégories qui pourra évoluer d'une entreprise à une autre. Deuxième point très important, toujours dans cette uniformisation par le système de base, abordons le compte de résultat. Depuis le règlement, sachez-le, seule la présentation en colonne plus linéaire sera désormais appliquée. Nous pouvions en effet retrouver jusqu'à présent un compte de résultat en deux grands formats. La vision en colonne, que je vais évoquer dans un instant, et la vision en tableau. En fait, la vision en tableau, ça voulait simplement dire une colonne pour les produits, une colonne pour les charges, et à la fin, le résultat final. Dorénavant, seul le système en colonne va fonctionner. Comment fonctionne-t-il ce système en colonne? Nous avons d'abord les produits d'exploitation, avec le total, puis les charges d'exploitation en dessous, avec le total, et la différence des deux donnera un résultat intermédiaire, le résultat d'exploitation. Puis de nouveau les produits financiers avec le total et les charges financières, le résultat financier. Et enfin on terminera par les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles, avec à la fin le résultat net. Donc une seule colonne, harmonisée pour tous, avec là encore de petites différences, c'est que le niveau de détail pourra évidemment être renforcé pour les grandes entreprises si elles veulent vraiment subdiviser les différents produits, mais on gardera à chaque fois cette logique de l'enchaînement. Enfin, pour ce qui relève spécifiquement des sociétés d'assurance, il est important de comprendre que cette réforme implique dorénavant une séparation nette entre les comptes dits techniques et non techniques. Les comptes techniques sont ceux qui sont directement reliés au métier de l'assurance, c'est-à-dire l'enregistrement des primes versées ou reçues, des sinistres, des provisions techniques, etc. Et la partie non technique, c'est-à-dire les activités financières ou exceptionnelles, les charges générales, les impôts, etc. Donc cela permet de beaucoup mieux voir finalement l'exposition d'une société d'assurance aux risques liés à son environnement économique et juridique. Mais encore une fois, une possibilité d'adapter le détail. Donc le système de base se veut suffisamment souple pour s'appliquer à la diversité des profils d'assureurs notamment, sans les enfermer dans un format trop rigide. Donc là encore, c'est un peu comme le bilan, l'existence et la pérennisation d'un squelette commun, mais avec simplement un niveau de détail qui est adaptable en fonction de la situation. Alors prenons quelques exemples pour bien comprendre. Donc lorsque la charge est d'abord constatée, puis refacturée. Donc on a une refacturation si la charge est supportée par un tiers non initialement prévu. Par exemple, encore une fois, la mise à disposition de personnel, une assistance technique, etc. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas, c'est que on a d'abord l'existence de la charge et ça n'est qu'après l'avoir constatée que finalement on prend la décision de la répercuter sur un tiers. Mais donc ça veut dire que cette refacturation n'était pas initialement prévue. Donc dans ces cas-là, on va faire la refacturation. L'autre possibilité, c'est la réallocation simple de la charge, par exemple des frais de fonctionnement d'une filiale, d'un partenaire, etc. Donc on utilisera dans ces cas-là un compte de régularisation. Alors le cas typique, c'est, prenez par exemple les transports. Ça, c'est quelque chose que vous savez déjà faire a priori, la refacturation des frais de transport via le compte 708. C'est quelque chose qui vous paraît naturel dans les frais de transport. Eh bien tout simplement, considérez que cela deviendra la modalité habituelle dans le cas où on constate d'abord une charge. Par exemple, nous, fournisseurs, nous avons dû par exemple payer le transporteur, donc on a eu un compte de charge, par exemple le 6242 transport sur vente, et que après coup, on décide de refacturer cette charge sur notre client, eh bien on utilise le compte 7085. Eh bien cette manière de faire va être dorénavant la norme chaque fois que la charge sera d'abord constatée, puis refacturée. Le deuxième cas, si la charge pouvait être évitée dès l'origine, ça veut dire que dès le départ, on savait que nous n'étions pas censés supporter le poids comptable de cette charge. Donc, lorsque l'entité engage des frais au nom d'une autre entité, mais que dès le départ, il est établi qu'elle n'en supportera pas le coût. Alors dans ces cas-là, voilà les deux étapes à suivre. La première consistera à enregistrer directement la dépense dans un compte transitoire, dit compte de tiers ou compte de frais à refacturer. Et le deuxième, ce sera la refacturation à l'aide des comptes 708 ou 706. Donc en fait, la fin est la même.
on utilisera de nouveau le compte 708 avec toutes ses subdivisions. Et c'est le début qui est différent. Dans le premier cas, on aura l'enregistrement de la charge, dans le cas où on ne savait pas qu'elle allait être refacturée, alors que dans le deuxième cas, on utilisera un compte spécifique, un compte de tiers, donc un compte de la classe 4, en prévision de cette refacturation. Autre point important de cette réforme, la question de la quasi-suppression des transferts de charges. Alors attention, si vous regardez sur d'autres sources, sur Internet ou ailleurs, il est souvent écrit que les transferts de charges ont été complètement supprimés par la réforme. Ça n'est pas tout à fait vrai. En réalité, ils ont été fortement encadrés. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, un rappel sur les transferts de charges. Il en existe de trois types: d'exploitation, financier, exceptionnel. Alors je vous rappelle par exemple que les transferts d'exploitation, cela se faisait ou se fait par exemple dans le cas des refacturations de charges à un sous-traitant, donc par exemple dans le cadre de la mise à disposition du personnel. Ce qui veut dire que d'un côté dans votre journal, vous avez des charges de personnel avec les comptes 641, etc. Mais comme en fait vous payez le personnel pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence pour un sous-traitant, eh bien lorsque vous faites une refacturation, comptablement, vous allez utiliser le compte 791, un transfert de charge vers ce sous-traitant. On a également ce cas, par exemple, lors des charges remboursées par une assurance. Lorsque c'est financier, eh bien l'exemple que je peux vous citer, c'est lorsque vous avez un transfert de charge, ou vous aviez un transfert de charge, maintenant pour parler au passé, lors de la répercussion des coûts d'emprunt sur l'acquisition d'une immobilisation. Je vous rappelle la règle rapidement. Vous avez fait l'acquisition d'une immobilisation, ou même vous avez produit en interne une immobilisation, et entre le moment où la date a été prise d'investir dans cette immobilisation et le moment où elle est prête, eh bien tous les intérêts d'emprunt qui ont lieu entre ces deux dates peuvent être transférés sur le coût de cette immobilisation et donc ils vont passer à l'actif. Puis vous avez le transfert exceptionnel, par exemple certaines charges exceptionnelles qui font l'objet, là encore, d'une prise en charge par des tiers, ça peut être dans le cadre d'assurance ou d'autres éléments. Mais en fait, le problème de ces transferts de charges, c'est qu'ils pouvaient conduire dans certains cas à une certaine opacité de la comptabilité. Pourquoi? Parce que si jamais les transferts de charges ne représentent que 1 ou 2% de vos charges, ça n'a pas tellement d'importance. Mais il pouvait y avoir des cas un peu particuliers où vous avez presque des sociétés qui sont des coquilles vides et qui ne pratiquent que des transferts de charges. Et donc dans ces cas-là, ça devient beaucoup plus compliqué de lire la comptabilité de ces entités. Voilà pourquoi l'ANC a décidé dorénavant d'appliquer les modalités suivantes. D'abord, elle souhaite que les entreprises privilégient, petit 1, la réduction directe de la charge initiale, dans certains cas que nous évoquerons, ou l'enregistrement d'un produit, par exemple un compte de vente ou un compte de refacturation. Prenons deux exemples. Concrètement, qu'est-ce que l'on appellera la réduction directe de la charge initiale? Dans le cas du transfert des coûts d'emprunt, par exemple, on avait d'un côté le compte 661 pour enregistrer les charges d'emprunt, et de l'autre, on utilisait le compte 796 pour transférer les charges vers l'immobilisation. Et bien dorénavant, la nouvelle modalité, finalement, elle est plus simple. Au moment de ce transfert de charges, plutôt que d'utiliser le compte 796 et d'avoir en contrepartie au débit le compte de la classe 2, le compte qui correspond à l'immobilisation, et bien dorénavant, tout simplement, nous mettrons le compte 661 au crédit. Voilà pourquoi on parle de réduction de charges. Donc il y a toujours une sorte de transfert via ne serait-ce que la comptabilité analytique, mais comptablement, ce transfert se fait dorénavant via le crédit du compte de charge qui correspond à une réduction de charge. Donc l'objectif, je le répète, c'est de mieux refléter la réalité économique des opérations et d'éviter donc encore une fois la multiplication des transferts de charges qui pouvaient, je le disais, rendre la lecture des comptes et du compte de résultat en particulier un peu moins lisible. Alors quelques comptes par exemple que l'on pourra utiliser pour les indemnités d'assurance via le 7587, pour les remboursements de charges de personnel le 649, le 708 pour les refacturations diverses et je vous l'ai dit par exemple la contrepassation du compte 661 pour les coûts d'emprunt. Je n'ai pas mis ici mais vous pourrez voir dans le PCG les comptes de régularisation. Dans le deuxième cas que j'ai évoqué, c'est celui où on va utiliser un compte de la classe 4 quand on sait déjà d'avance que l'on va refacturer la charge. Autre point très important de cette réforme, la refonte du résultat exceptionnel qui en fait est une refonte de la définition
de ce qui doit être considéré comme une charge ou un produit exceptionnel. Sont désormais comptabilisés en résultats exceptionnels les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. On voit encore une fois à quel point la comptabilité est proche de notions juridiques, puisqu'évidemment, il faut définir ce que sont des événements majeurs et inhabituels. Et bien précisément, on considérera qu'un événement est majeur si ses conséquences sont susceptibles d'exercer, je cite, une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse, en gros ça veut dire les lecteurs des états financiers, peuvent porter sur le patrimoine, sur la situation financière et sur le résultat de l'entité, ainsi que sur les décisions qu'ils pourraient être amenés à prendre en lien avec leur analyse des états financiers. Prenons un exemple très simple. Vous êtes un investisseur. Vous hésitez à investir dans une entreprise. Vous commencez par regarder ses états financiers pour essayer de poser un diagnostic sur celle-ci. Eh bien, on considérera qu'un événement est majeur si la prise en compte de cet événement pourrait finalement vous faire changer de décision, investir plutôt que de ne pas investir, ou inversement, ne pas investir plutôt qu'investir. Donc vous voyez tous les éléments qui ont une influence majeure sur le regard que l'on porte sur l'entité. Inhabituel, ça veut dire que c'est un événement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. Donc ce ne sont pas des éléments qui ont spécifiquement vocation à se reproduire régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas forcément dire chaque jour, mais ça peut être régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par trimestre, mais vous voyez, quelque chose qui est régulier. Donc quelque chose qui n'est pas lié à l'exploitation normale, c'est-à-dire quelque chose qui n'est normalement pas nécessaire pour réaliser notre activité d'achat-vente. Et en même temps, qui n'est pas courant, c'est-à-dire pas régulier. Et bien donc dans ces cas-là, un événement sera présumé inhabituel lorsque donc un même événement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables, donc on regarde vraiment dans le passé, et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices comptables. Voilà la notion d'inhabituel. Donc si un événement correspond à ces deux critères, majeur et inhabituel, alors c'est un élément qui doit être intégré dans la partie exceptionnelle du compte de résultat. Continuons avec quelques exemples. Par exemple, les écritures d'origine purement fiscale, comme l'amortissement dérogatoire. Les changements de méthode comptable que l'entité est amenée à comptabiliser en résultat de l'application de règles fiscales. Les corrections d'erreurs, sauf si évidemment elles sont directement imputées sur des capitaux propres, mais pareil, les corrections d'erreurs ne sont pas des éléments habituels de l'entité. Alors, est-ce qu'ils sont majeurs? Évidemment, ça pourrait se discuter. Maintenant, c'est selon leur ampleur. Donc, dès l'instant où il y a une correction d'erreur qui modifie des comptes de charges ou produits exceptionnels, eh bien, de toute façon, la correction d'erreur consiste en la contrepassation d'écriture, donc ça restera de l'exceptionnel. Je vais prendre un exemple qui est très important parce que c'est un élément auquel vous serez souvent confronté. Les cessions d'immobilisation. Commençons par celles qui relèvent de l'activité courante de l'entreprise. Lorsque l'immobilisation cédée est utilisée, je cite, dans le cadre normal de l'activité, par exemple, un matériel qui est remplacé régulièrement dans un cycle d'exploitation standard. Ça pourrait se poser notamment dans le cadre des immobilisations qui sont décomposées en différents composants, justement. Et bien dans ces cas-là, le résultat de cession, gain ou perte, doit être enregistré en résultat d'exploitation. Dit autrement, nous utiliserons désormais les comptes 657 et 757. Ils sont en fait le pendant, d'ailleurs regardez bien l'inversion des deux derniers chiffres. Auparavant, quand on enregistrait un produit de cession, on utilisait le compte 775, tandis que la valeur comptable était enregistrée dans le compte 675. Vous voyez, 77, 67. C'est donc de l'exceptionnel. Eh bien, un moyen mnémotechnique, c'est d'inverser les deux derniers chiffres. On utilisera donc désormais le 757 pour le produit de cession et le 657 pour la valeur comptable. Mais j'insiste bien, pas à chaque fois, dans le cas où la cession relève de l'activité courante de l'entreprise. Dans le dernier cas, celui où cette cession présente un caractère exceptionnel. Dans ces cas-là, on reste sur l'ancienne méthode, le 775 et le 675. Alors qu'est-ce qu'une cession qui a un caractère exceptionnel? Par exemple, la vente d'un immeuble du siège social ou alors d'un actif majeur, alors que ce type de cession ne fait pas partie de l'activité habituelle de l'entreprise. Je prends un exemple, mais si vous êtes une entreprise de fabrication de voitures, l'achat-vente d'une machine de production, ça reste une activité courante.
En revanche, la fermeture d'une usine et la liquidation d'une usine, ça c'est quelque chose qui revêt un caractère exceptionnel. Donc retenez bien que la refonte de la notion d'exceptionnel est très importante parce que dorénavant, il y aura une vraie différence potentiellement pour certaines entreprises entre les anciens états financiers et les nouveaux. Et en particulier, il y aura une meilleure vision de ce qui relève de l'activité courante et de ce qui relève de l'activité non courante. Donc, ça n'est pas compliqué finalement en termes d'écriture comptable, puisque si vous avez compris l'exemple avec les sessions d'immobilisation, après tout, c'est juste qu'il faudra s'interroger sur le caractère courant ou non courant de cette session, mais l'écriture n'est pas plus difficile qu'avant. Voilà donc pour les éléments de synthèse de présentation de cette réforme de 2022 applicable désormais à partir du 1er janvier 2025. J'espère évidemment avoir été clair dans mes explications. Bien sûr, je n'ai pas abordé la totalité des points et je vous renvoie encore une fois vers le document initial si vous voulez le lire en entier. Je n'ai pas du tout évoqué par exemple les questions des jetons de présence qui seront comptabilisés un peu différemment. Je me suis concentré sur les points principaux. Je vous remercie évidemment d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.